Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Alors, il y a des oursins formidables en Méditerranée, dans l'étang de Thau. Et là, vous avez des oursins d'une rare finesse, petits, des petits modèles, des petits gabarits. Vous savez que l'oursin a besoin d'une nourriture archi-naturelle, c'est vraiment un indicateur d'une eau propre. Et là, ce sont des oursins qu'on a envie de déguster tout de suite ramassés. Bien sûr, dans les restaurants, on va les cuisiner. Et la belle saison, c'est l'hiver, avec notamment janvier, février et mars. Sète est posée sur une île. L'île singulière, comme l'appelait Paul Valéry, le poète français né ici. Une langue de terre qui s'étire entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau. Certains équipages partent en mer pour pêcher quelques jours, voire quelques semaines. Mais tout autour de l'étang, on rencontre des pêcheurs plus sédentaires, comme Vincent d'Aquino. Tout petit déjà, quand mon père allait plonger ou avec les filets, bon, je partais avec lui et tout. Du matin au soir, quoi, voilà. Du matin au soir, à jouer sur la lagune. Impossible pour Vincent de devenir autre chose qu'un pêcheur. C'était une évidence. Et nous, on est une famille de pêcheurs, voilà. Mon père, mon grand-père, ils ont fait l'étang depuis toujours. Et bon, moi, j'arrive derrière. Et on est pris par la passion et après, bon, c'est devenu un travail. Et c'est difficile de s'en défaire. Voilà. On est dedans, on finit dedans. L'étang de Thau est une mer intérieure. 7500 hectares, soit le deuxième plus grand étang de France. Mélange d'eau salée et d'eau douce, on y pêche des dorades, des anguilles, des loups, mais aussi des coquillages. Palourdes, moules, violets et de fameux petits oursins. Vincent pêche selon les saisons. Il sait s'adapter aux caprices de l'étang. En ce début de printemps, les dorades sont de retour et les pêcheurs retrouvent le sourire après des mois d'un hiver difficile. L'eau est encore fraîche, mais pour ceux qui ont grandi ici, rien ne vaut un bon bain pour glaner quelques oursins. Dans l'étang, il est petit, violet, bien vif et se régale de plantes aquatiques. Bon, c'est qu'on trouve dans l'étang, il a plus de couleurs à l'intérieur et il est plus iodé, salé. Il est plus épais, il est meilleur en bouche que ceux qu'on trouve d'autre part. Avec l'huître de Bouzigues, l'oursin est l'ambassadeur de l'étang de Thau. Une petite production, mais un goût qui le distingue de tous les autres oursins pêchés en France. Laurent, vous êtes un pêcheur, vous venez de cette belle région de Méditerranée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous travaillez dans cet étang de Thau? Alors, le travail, la pêche dans l'étang de Thau, c'est un métier assez difficile parce que finalement, l'étang de Thau, l'hiver, descend en température très bas. On a des températures qui peuvent aller jusqu'à 4 degrés, alors qu'à la mer, on est à 9, 10, 11 degrés. Donc c'est très froid quand il faut se mettre dans l'eau parce que c'est un métier qu'on pratique en plongée en apnée, donc il faut se mettre à l'eau, les ramasser un par un. Et c'est un peu finalement le même mode de pêche que de pêcher des palourdes, de pêcher des pitchelines, des petites coquilles, des petites pétoncles.
Donc c'est un métier qui se pratique en plongée et en apnée. Voilà, parce que l'oursin donc se pêche l'hiver, hein, c'est ça. Du reste, la saison est très très régentée hein, normalement. Hein. Voilà, donc les autorisations de pêche, c'est du mois d'octobre au mois d'avril. Mais le top saison, je dirais, c'est décembre, janvier, février. C'est là où ils sont le plus pleins, souvent en période de pleine lune. L'oursin, quand il mange, même la nuit en fait, c'est un brouteur. Donc c'est vrai que la nuit, quand il y a la pleine lune, il se croit en plein jour, donc ils mangent, ils sont plus pleins en période de pleine lune qu'en période de lune noire. De lune noire. Alors qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange des petits crustacés ou est-ce qu'il est uniquement végétarien? Ah non, c'est un vrai végétarien, il mange que ça et il broute. Alors il se promène dans les prairies, alors les prairies de Posidonie. Donc la lagune de Thau, qui est un biotope très riche, donc je crois que la moitié des surfaces du bassin Thau sont des prairies, alors soit des herbiers de Zoster, soit des prairies de Posidonie, et c'est son, je dirais, champ préféré, quoi. C'est là où il se préfère et c'est là où il se nourrit le mieux. Voilà, parce qu'il faut dire que ces herbiers sont des herbiers de qualité, hein, c'est ça? Tout à fait. Ça fait partie des herbiers qui sont reconnus. C'est complètement protégé. Hein. Les zones Natura 2000, dont l'étang de Thau, bien sûr, fait partie, sont des zones où les herbiers sont présents, où ils sont protégés. Ce sont des milieux fragiles, donc il faut les protéger à tout prix. Et l'étang de Thau, ce qui fait aussi sa différence peut-être avec d'autres étangs, c'est qu'une partie une partie c'est la Méditerranée en fin de compte, et de l'autre côté il y a énormément de sources hein, d'eau claire, d'eau naturelle, non? Voilà, c'est la richesse, c'est la différence entre les apports d'eau de mer à travers les deux gros, le gros de Sète et le gros de Marseillan, et la différence avec les apports d'eau douce qui arrivent par les petits ruisseaux, par des résurgences d'eau chaude naturelle aussi au niveau de Balaruc. Donc il y a en effet ces échanges de salinité font que la nature trouve sa place et les équilibres se font entre les prairies des austères, les animaux, on trouve des hippocampes aussi dans l'étang de Thau. C'est encore un signe de richesse et d'équilibre. D'équilibre, et notamment avec l'oursin, qui est vraiment, lui, alors si l'eau n'est pas pure, si le biotope est dégradé, c'est vraiment un vrai indicateur, l'oursin. Donc ça fait partie des indicateurs les plus pointus, non? Complètement. S'il n'y a pas d'herbier, que ce soit de Zoster ou des Posidonies, il n'y a pas d'oursin. C'est là qu'ils sont bons. Alors, on peut trouver en effet dans des milieux dégradés des oursins, mais le problème c'est qu'ils vont être souvent avec des épines avachis, ils ne vont pas avoir beaucoup de gonades, ils vont être, c'est des oursins de très basse qualité. La gonade, alors qu'est-ce que c'est la gonade? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que les gonades. Là, vous pouvez nous montrer. Les gonades, c'est carrément, on appelle ça aussi le corail, on appelle ça souvent on dit le corail de l'oursin, hein. En fait c'est les 5 branches, il y en a toujours 5 voilà. Dans l'espèce Paracentrotus lividus, qui est l'espèce méditerranéenne. Il y a toujours 5 gonades. Voilà, et donc c'est les parties oranges. Hein. C'est les parties oranges, ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on mange. Alors autour des gonades, il y a ce que l'oursin a brouté et qu'il est en train de digérer. C'est les algues en fait hein, qui lui ont permis de vivre, de s'alimenter et de grandir et de faire des gonades. Et donc voilà. Donc quand on l'ouvre, il faut bien sûr éliminer cette partie algues. Digéré, entre guillemets, sûr, oui. et avec une petite cueillère, on se contente de racler la gonade. Et pas la peine qu'il y en ait beaucoup, hein, parce que c'est très fort en goût, c'est très sucré. Voilà, ouais, c'est subtil. Alors, par rapport aux autres qu'on peut trouver notamment en Bretagne, ceux de l'étang là sont plutôt petits, hein, c'est plutôt des petits modèles. Hein. C'est vrai, alors je ne saurais pas l'expliquer parce que bon, c'est les oursins que j'ai croisés toute ma vie sous l'eau, donc j'ai vu que cela, j'ai jamais pêché l'oursin breton. Mais c'est vrai que quand on les voit sur les étals, on a l'oursin de Méditerranée qui est plutôt plus petit que l'oursin breton et l'oursin de la lagune de Thau qui est encore plus petit. Ouais. Alors ce sont des espèces différentes, sachant que le Paracentrotus lividus, le nôtre, n'est jamais très gros. Mais celui de l'étang est vraiment petit, souvent petit. Ouais. Au bord de l'étang de Thau, le soleil est de retour et fait sécher les filets de pêche. Dans le quartier du Pont-Levis, les noms de rues sonnent comme des chants occitans. La journée de Vincent d'Aquino est faite d'aller-retour sur l'étang. Avec son petit bateau, il peut se faufiler partout. Aujourd'hui, pas besoin de filet. Des palmes, un tuba, une combinaison étanche feront l'affaire.
Là, on va sur la première petite zone autour de l'étang de Thau. Voilà, il y a quelques oursins. Alors, on cherche à peu près dans les extrémités, autour de l'étang. Dans les petits fonds, c'est là où ils mangent le plus, on va dire. C'est là où on en trouve le plus. Avec ses 18 km de longueur et ses quelques 4 km de large, pas si facile de localiser l'oursin. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, là, il y en a, mais ils sont petits encore. Hein. C'est en train de se renouveler à peine. Hein. On arrive surtout en fin de saison, là. Hein. Et puis bon, c'est vrai que cette année, il n'y en a pas beaucoup. Dû au froid qu'il a fait il y a 2 ans, il y a tout qui a gelé autour de l'étang. Et c'est en train de se refaire doucement, doucement. Voilà. On essaye de les laisser se reproduire en paix. Et là, dans l'eau, on voit des petites taches noires. Hein. Bon, ils arriveront à une taille à peu près entre 3 et 6 cm. Hein. On va aller voir ailleurs. Voilà, il y en a quelques-uns là. Voilà, on est arrivé. On va aller voir ce que ça donne. La fourchette, hein, parce que les oursins, ça pique. Hein. Si c'est la fin de saison pour l'oursin, les gourmands peuvent encore espérer en remonter quelques douzaines. Ce seront les derniers de l'année, il faut en profiter. Ils sont là, à quelques centimètres de la surface, dans une eau limpide et pleine de vie. Alors ça donne quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est calme, c'est calme. Alors, on arrive avec 2 ciseaux là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces oursins. Des oursins aux gonades bien pleines, d'un rouge corail qui se déguste à même le pouce. Ah, c'est un plaisir. Hein. Il y a un goût qu'on retrouve nulle part. Hein. Il est exceptionnellement bien iodé. Il est plus épais en bouche. On sent vraiment la finesse de l'oursin. Voilà. Il a une belle couleur par rapport aux beaux herbiers. Et c'est ce qui le rend magnifique. Retour au port avec sa cueillette. Dans quelques jours, Vincent sortira sur l'étang pour d'autres pêches. Avec le printemps, il faut laisser les oursins se reproduire tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut vivre des jeunes uniquement de la pêche d'oursins, ou il faut être plutôt diversifié, faire un peu tous les coquillages en fonction de la saison, et puis avoir une autre activité, peut-être sur la moule Ouais, c'est vrai que bien souvent, on n'est pas que pêcheur d'oursins. On est pêcheur de tout ce qui se pêche, hein, et pas forcément que sur la lagune. Souvent, la pêche se fait aussi côté mer, je dirais, Méditerranée, entre cette, voilà, à mer ouverte. Alors ça peut être de la pêche au moule, de la pêche, puis mais tout simplement de la pêche au poisson. Souvent un pêcheur a plusieurs métiers, parce que souvent c'est très saisonnier. Hein. L'oursin, ça dure 2 mois, hein. La palaude, ça dure 4 mois. Enfin, il y a toujours une période plus propice à certaines espèces. Donc il vaut mieux avoir plusieurs métiers. Et souvent aujourd'hui, malgré ça, il y a quand même une raréfaction de la ressource, il y a quand même une gestion, je dirais, à prioriser, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Donc il y a souvent de jeunes pêcheurs qui sont conchiliculteurs
et pêcheur. Il y a souvent les deux métiers exercés. Ce marché de l'oursin, la pêche est tellement anodine, elle est tellement minime que ça reste vraiment archi-local. Pour les consommateurs, on va dire les touristes qui sont sur place, pour vous qui êtes sur place, pour quelques restaurateurs, mais c'est vraiment un marché Local, archi-régional, hein, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'exportation par rapport à d'autres régions et d'autres pays. Il y a zéro exportation. Exporter l'oursin de l'étang de Thau, c'est le vendre finalement à Montpellier, à Marseille, au pire à Paris, et c'est quelques dizaines de douzaines qui partent tous les jours. J'en commercialise personnellement. Aujourd'hui, à travers notre réseau de clients, notamment les chefs, on a un petit potentiel de vente. Mais c'est vrai que c'est des petites quantités. Il doit se pêcher peut-être 100, 200, 300 kilos à l'échelle du bassin de Thau tous les jours. C'est peu. Et ça vient un petit peu aussi en opposition à ce qu'est un peu la pêche industrielle de l'oursin, qui est souvent transformée, c'est-à-dire on récupère les gonades, on les conserve de plusieurs manières, et ça part sur les marchés tels que le Japon, ou en tout cas en Asie, qui est un gros consommateur, tout à fait. Ouais. Donc nous, on reste, on se les garde pour nous. On n'en a pas beaucoup, donc autant les manger sur place. Vous avez raison, vous en profitez. Bon, vous qui êtes le professionnel... qui avait les doigts qu'il faut, et puis le bon ciseau. Le bon ciseau. Alors, vous pouvez nous en ouvrir un? Ouais, je peux en ouvrir. Plusieurs techniques, hein, le petit ciseau. Alors l'idée, c'est de rentrer dans la partie un peu molle de l'oursin, hein, donc ça bouche, hein, c'est parce que c'est ici que ça se passe. C'est par là qu'il broute. Petite, et là, il suffit de faire le tour délicatement. Voilà. Sans se piquer. Et de découvrir alors, la partie gonade et bien sûr la petite partie algue, avec qu'il faut un petit peu éliminer. Voilà. Alors là, on est certainement sur un oursin mâle parce qu'il est plutôt orange vif, contrairement à un oursin femelle où les gonades sont plutôt plus claires. Voilà. Et après, avec une petite cueillère, je vous laisse faire. À vous peut-être. Merci. Dégustation. Je m'en ouvre un. Ouais, on a la finesse. Ah, ils sont fins, ouais. Ils sont fins, et ce qui est intéressant aussi, c'est la texture. La texture, quand on la claque entre la langue et le palais, c'est très très tendre. Moi, je suis toujours surpris par le goût de la nature, en fait. Ouais, comment quelque chose peut être aussi sucré en étant finalement dans l'eau de mer. Devenir sucré, ce sucre-là, moi je trouve que la concentration en sucre sur un oursin aussi petit en plus, c'est surprenant. Dans le petit port de Bouzigues, de l'autre côté de l'étang, il ne reste qu'une poignée de pêcheurs en activité. Les anciens sont partis à la retraite et les jeunes n'ont pas vraiment pris la relève. Trop dur. Jean-Marie Ricard est un enfant de l'étang. Il a commencé à plonger à 12 ans pour se payer un vélo de course et n'a jamais arrêté. Il est major de la prud'homie de l'étang de Thau, un pêcheur élu par ses pairs pour veiller à la bonne exploitation de la ressource. Préserver cette lagune fragile, c'est son boulot. Ça, c'est la misère. Cet hiver, les coquillages se font rares. Et pour cause, il y a 2 ans, un coup de froid s'est abattu sur l'étang. Les oursins ont bien failli ne pas s'en remettre. Certains coquillages, comme la plate, a disparu aussi, il y en avait très peu. Avant, quand je pense qu'à l'époque, on vivait de 750 pêcheurs sur le bassin de Thau, qui fait quand même 7500 hectares, 18 km de long et 4 km de large. C'est énorme, on ne vivait que de la pêche. Sur l'étang, il y a 3 fois moins de pêcheurs qu'autrefois. Ils sont aujourd'hui 240 à se partager ces ressources et doivent veiller à ne pas trop tirer sur les filets. Quant aux oursins, la pêche est réglementée pour leur laisser le temps de grandir un peu. Ici, personne n'a oublié le terrible hiver 2011. Il faisait moins 17, moins 20, l'oursin a crevé, tout simplement. Alors l'oursin était plein, il a crevé.
Alors ça fait qu'on a eu quand même le 50% d'oursins qui sont morts, en plus de la surpêche, parce qu'automatiquement nous on continue à travailler. Donc maintenant il faut arriver à faire ce plan de gestion, à gérer ça comme il faut, voilà, pour la ressource, pour pouvoir travailler les années à venir. J'ai fait 30 douzaines, ce qui représente 250, 300, 360 oursins j'ai fait, en emmené. C'est pas mal, hein? Ouais. Et les rotations, entre, sort, vous avez vu? C'est physique. Hein. La taille de l'oursin, du bassin de taux, il faut qu'il fasse 3,5 cm de diamètre, hors épine. Et celui dans la mer, il faut qu'il fasse 5 cm. Ça c'est magnifique, c'est excellent. Et c'est le caviar de l'étang de Thau. Pour que ce caviar de Thau survive au froid et à la surpêche, Jean-Marie Ricard a pris des mesures. Il propose un plan de gestion de la ressource. La pêche aux oursins se déroulera désormais sur 5 mois au lieu de 8, et les pêcheurs devront favoriser leur reproduction. Avec les pêcheurs, on va pêcher les oursins et on va ensemencer tous les plants coquilliers, là où il y a des ostères, là où il y a de l'algue, où ils puissent se nourrir. Et en faisant ce système-là, automatiquement, on va avoir 3 générations d'oursins à venir. Et l'année prochaine, si tout va bien, on recontinuera cette procédure-là. Mais bon, même en faisant ça, on a toujours un peu de perte, 20-30%, c'est normal. Mais on sait que l'année prochaine, l'hiver prochain, on pourra au moins travailler, nourrir nos familles et payer nos cotisations et être tranquille, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une qualité de l'eau exceptionnelle, voilà. Et on a de l'hippocampe. L'hippocampe aussi, c'est un poisson qui est très fragile. Alors bon, quand on a de l'hippocampe, quand on a de tout, c'est que l'étang est très riche. Mais bon, le problème qu'il y a, il faut, comme je dis encore, on a 25 ans de retard, il faut encore y faire des efforts, des efforts, des efforts. On va y arriver, moi j'y crois, voilà. Et je me bats pour ça, pour cette gestion de la ressource, pour la gestion des activités des pêcheurs et pour conserver cet environnement et cette qualité. Des pêcheurs qui veulent se battre ensemble pour préserver cette étonnante lagune, pour continuer de vivre ici, entre terre et mer. C'est à cette condition qu'ils pourront faire découvrir aux chefs des produits savoureux, mêlés d'eau douce et d'eau salée. Alors Florent, je vous ai préparé des langues d'oursin avec des asperges, les premières asperges, on est dans les mêmes saisons. Et puis à côté, dans cet oursin évidé, une crème au caviar. Alors, je me suis un petit peu inspiré d'une recette japonaise, parce que comme vous le savez, au Japon, l'oursin fait vraiment partie de la tradition culinaire, ça fait partie de leur culture. Et là-bas, forcément, sur les recettes, c'est pas à chaque fois énormément recouvert d'oursin. Mais 2 ou 3 langues, 2, juste comme ça. Donc je me suis un petit peu inspiré de me dire, voilà, il y a un produit d'exception, c'est l'oursin. En plus, il vient de votre étang, il est rare. Alors plutôt que de faire une pleine assiette, cette rareté, je l'ai traduite par cette expression en cuisine. En tout cas, le premier sens, c'est-à-dire en les regardant arriver comme ça, préparés comme ça, déjà, c'est surprenant. Parce que c'est vrai que nous, souvent, on prend un couteau, on l'ouvre en deux, on le mange avec la langue presque sans petite cuillère à l'état brut. Mais présenté comme ça, c'est déjà surprenant et il me tarde d'aller voir ce qu'il y a derrière. Eh ben on va y aller. On commence par quoi alors? Parce que vous avez envie. D'accord. Allez, Bethel, je vais goûter la crème peut-être. Donc, dans cet oursin, il y a uniquement de la crème, un petit peu de crème détendue. Avec cette crème, elle est détendue avec un petit peu l'eau de l'oursin, du caviar et l'oursin, c'est tout. Et ça, juste quelques morceaux. En accompagnement, ces légumes d'asperges.
Et à l'intérieur, il y a du bulot, des petits bulots, Ah bon? qui ont juste été mis là pour apporter plutôt le côté un tout petit peu iodé, mais mâche en même temps, qu'on ait de la mâche. Ouais, le goût, c'est sûr que de l'oursin, même s'il y a une petite touche, finalement, une langue, c'est léger. Ah, c'est fort, quoi. Enfin, C'est fort. Oui, Ça suffit. sa personnalité, hein. C'est une vraie personnalité. Ça suffit pour amener le goût de l'oursin. Ouais.